Pour décrypter cette actualité, docteur Éric Daniel Camon nous a rejoint. Bonsoir, docteur Camon. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes sociopolitologue et spin doctor. Ça fait plaisir de vous recevoir à nouveau sur le plateau de la quotidienne info. Est-ce que la parole d'Afin Guessin et de son parti, le FPI, vaut quelque chose aujourd'hui finalement? Tout cet art qu'il dénonce là aussi, est-ce que ce n'est pas du fait du Front populaire ivoirien, qui a été un parti qui a combattu pour la liberté individuelle et collective, qui a dirigé la Côte d'Ivoire et qui aujourd'hui, 16 ans après, se retrouve fragilisé dans l'opposition? Effectivement, on va constater que le FPI est un parti historique, donc est un parti historique qui a marqué les périodes de 90 à 2000 et qui a fortement contribué au multipartisme. Donc il y a eu un militantisme de masse à travers les actions que le parti a menées. Donc l'heure du bilan a sonné. On constate que le FPI n'est plus puissant politiquement comme il était d'antan. Et ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre à travers plusieurs choses parce qu'il y a eu des fragilités, donc des divisions internes. Il y a eu le départ du président Laurent Gbagbo et la création du PPACI. Il y a eu aussi, on va dire, un ensemble de situations, donc une base militante qui est vieillissante. Donc tout ceci contribue à ce qu'il y ait une fragilité au niveau du FPI. Donc il y a ce ressassement des situations qui nous donnent une lecture d'un dépassement, d'un parti qui est dépassé, mais qui peut encore rebondir. Très bien. Et justement, Shadrack Bogué, vous entendez Dr Camon le dire tout à l'heure, est-ce que vous pensez que le départ de l'ancien président Laurent Gbagbo, figure majeure, l'un des fondateurs du parti, a vidé le FPI de sa substance? Comme il l'avait dit à l'époque, nous allons partir et leur laisser l'enveloppe vide. Pour aller dans le même fil que le docteur Camon, il faut dire que le parti Front populaire ivoirien s'est fragilisé depuis la fracture, les différentes dissensions qui ont eu lieu, les différentes dissidences également, avec le départ de certains cadres comme Mamadou Koulibaly, comme après on a eu celui-même, on a eu la fronde du parti, du FPI pro-Gbagbo, etc. Donc le président Laurent Gbagbo, c'est la figure centrale du parti, c'est l'image charismatique de l'homme qui a été au devant de la lutte, qui a porté le combat de ce parti politique-là, aux heures chaudes même, lorsqu'il s'agissait de faire front et face au parti unique de l'époque, le PDCI-RDA. Donc cette image-là, dans l'imaginaire collectif, dans la masse populaire, dans celles de ceux qui croient aux idéaux du Front populaire ivoirien, elle est restée l'image du président Laurent Gbagbo. Donc quand le président Laurent Gbagbo n'est plus au sein du Front populaire ivoirien, il est difficile aujourd'hui de rassembler, de mobiliser sans sa présence au sein de l'appareil politique. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on se demande franchement, et au regard même des élections législatives qui ont eu lieu récemment, quel poids aujourd'hui le FPI a sur l'échiquier politique ivoirien. Je ne dirais pas un poids totalement nul, mais je dirais qu'il s'est considérablement affaibli avec le départ des cadres aussi influents et même de l'image de la figure charismatique qu'est le président Gbagbo. Très bien. Alamine Fofana, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui encore du FPI comme d'une force politique nationale, capable même de changer les choses? Non. Force politique nationale, non, pour moi. Déjà, lorsqu'on s'en tient d'abord aux chiffres, le FPI n'est que l'homme de lui-même par rapport à son poids dans la sphère politique nationale en ce qui concerne à un moment donné, vous ne faites pas de la politique quand vous n'avez pas des responsabilités politiques pour impacter qualitativement la vie des populations. Donc au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, au niveau des mairies, au niveau des conseils régionaux et par extension au niveau de la présidence de la République. Donc pour moi, significativement, objectivement, mathématiquement, le FPI aujourd'hui n'est plus un grand parti politique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on peut tuer le mouvement, mais on ne peut pas tuer la révolution. Le mouvement FPI, pour moi, il est mort. Mais il y aura des héritiers de la révolution qui vont peut-être réincarner quelque chose d'autre. Le mouvement FPI, pour moi, est d'autant plus mort parce que les racines du FPI ne sont plus dans le FPI, que ce soit dans la formulation organisationnelle que dans l'idéologie philosophique. Lorsqu'on s'en tient au récit de Guy Labetti, qui était très proche du coup présidentiel, il y a 5 personnalités phares qui étaient à la base de la création du FPI. On a le président Laurent Gbagbo, donc au-delà de tout ce qu'il a représenté, c'était vraiment le philosophe qui avait cette lecture hegelienne de l'histoire et qui était foncièrement marxiste. Donc qui, à un moment donné de l'histoire de la Côte d'Ivoire, a lutté
pour l'égalité, pour le multipartisme, pour beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de débats politiques, comme quoi le président Laurent Gbagbo n'est pas le père du multipartisme. La paternité du multipartisme, on peut la donner à n'importe qui on veut, mais s'il y a un nom aujourd'hui qui ressort dans la lutte multipartisane, c'est Laurent Gbagbo. Deuxième personnalité, Simone Eivie Gbagbo, contrairement à ce qu'on pense, avant même d'être l'épouse du président Laurent Gbagbo, elle est membre fondatrice du FPI. Donc à l'époque aussi, elle était à la tête du SINARES qui gérait un peu les enseignants et c'était cette dynamique syndicale due qu'elle incarnait. On avait aussi des personnalités charismatiques comme Aboudraman Sangaré, qui était appelé le gardien du temple, des fidèles farouches créateurs du FPI, Émile Boga Toudou, père son âme, qui a perdu la vie en 2002, et Pascal Kokora, qui à l'époque a été aussi ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Donc vous avez ces 5 personnalités-là qui aujourd'hui ne sont plus, soit d'un point de vue clinique, ou ne sont plus au FPI. Le président Laurent Gbagbo est au niveau du PPACI, Simone Eivie Gbagbo est au niveau du MGC. Pascal Afin-Guessan, dans la reprise des choses, n'a malheureusement pas pu gérer l'image de l'éternel Judas politique. Donc par rapport à la perception, son attitude en 2015, lors de l'élection présidentielle de 2015, l'accord qui a surpris tout le monde en 2023, l'accord politique entre le RHDP et le FPI dans le contexte qu'on a connu. Et un an après, il revient sur l'accord, lui-même dit que l'accord est caduc. Donc d'autres personnes disent que, bon, après un an, nous, on a vu l'incongruité depuis, ça nous étonne que tu n'as pas vu, mais aujourd'hui, tu vas estimer que c'est un accord qui est caduc. Donc il a vraiment perdu, ça reste Pascal Afin-Guessan, un homme politique non négligeable, mais ces nombreuses contradictions-là, pour moi, ont entérimé la mort du Front populaire ivoirien. Et aujourd'hui, mais l'esprit reste toujours, la philosophie. Le président Laurent Gbagbo incarne toujours cette gauche. Mais après, aujourd'hui, c'est pareil, comme tous les... Est-ce que le président Laurent Gbagbo n'est même pas parti aussi avec cet esprit, cette philosophie? Oui, c'est une période de fin de carrière. C'est une période de fin de carrière politique. Non, quand je dis parti, parti au PPACI avec cette fin... Exactement. Avec cette idéologie. Il va avec. Et là-bas encore, ça crée 2 tendances. Là-bas encore, on observe, ça crée 2 tendances. On a un camp au PPACI, entre guillemets, qui est dominé par une certaine Nadi Bamba, et un autre camp qui est un peu dur. Et vous allez constater que, par rapport même à la crise des héritiers, vous n'allez jamais voir des politiques comme Charles Blé Goudé se disputer publiquement avec l'aile du PPACI. Je parle par exemple d'Amana Picasse, je parle par exemple de ceux qui sont présentement en prison. Jamais ils se disputent avec Charles Blé Goudé. Peu importe la divergence entre le COJEP et le PPACI. Mais à contrario, vous avez, entre guillemets, la partie qui est gérée par Nadi Bamba, qui sont d'un discours interposé avec Charles Blé Goudé. Donc aujourd'hui, pour moi, le FPI a explosé. Ça, c'est clair. Maintenant, l'héritage politique de la gauche, chacun pourra prendre. Mais s'il y a une personnalité politique qui va prendre une bonne partie de l'héritage politique de la philosophie FPI, du président Laurent Gbagbo aussi, que ça ne plaise ou pas, c'est Charles Blé Goudé. Maintenant, d'autres pourront aussi prétendre quelque chose. Il peut y avoir des résidus. Et Assane Tchomoko peut jouer quelque chose. Raison pour laquelle on insiste sur le positionnement idéologique de l'ADCI. Donc, ça peut aussi être un gain politique. Mais c'est quelque chose aussi qui sera très intéressant à voir dans les... Vous invitez l'ADCI à être un parti de gauche, visiblement. Docteur Arthur Kamenon Yoboué, quelle est votre lecture, justement, 36 ans après, 36 ans de lutte, comme nous l'avons dit en titre, pour quel poids aujourd'hui pour le Front populaire ivoirien? D'abord, je ne parlerai pas de mort du FPI, je parlerai de tentatives de reconstruction. Tentatives de reconstruction. Puisque quand vous voyez la vie des partis politiques, à un moment donné, il y a la construction et à un certain moment, il y a la consolidation. On a vu que le FPI, dans sa forme, Laurent Gbagbo, s'est consolidé à partir de 2000 avec son accession au pouvoir, renforcer ses bases. Et avec les différentes crises internes, on a constaté que le FPI s'est affaibli avec non seulement le départ de Laurent Gbagbo à la haie, son retour, sa fragilisation et sa formule de vider le FPI de sa substance en créant un autre parti. Donc, avec Afin-Guessan, je souligne qu'il a fait un discours tout dernièrement et dans lequel il est repassé, il a passé en revue toutes les dimensions, toutes les thématiques et surtout, il a adressé des problématiques actuelles du pouvoir. Et moi, je parle de tentatives de reconstruction parce que lors de son discours, qui n'était pas le dernier, on voyait des personnes participer. On voyait des bases se mobiliser. On voit M. Afin-Guessan qui essaie de travailler. Donc, il est dans une tentative de résister. Donc, ce n'est pas mort totalement, il est dans une tentative de résister. L'autre chose que je souligne, c'est dans son discours même, il parle d'un héritage, d'une affaire de transmission dynastique du pouvoir. Il a parlé de recul son concept, c'était recul abyssal des libertés. Ça, c'est l'une des vraiment thématiques de la gauche. Mais c'est le concept même de tentative
de succession dynastique qui a attiré mon attention. Et je constate que ce n'est pas seulement le FPI qui en parle, puisque quand vous observez, c'est un héritage politique en Côte d'Ivoire, cette manière de travailler de sorte à ce que les positionnements soient faits dans une forme d'affinité. Lorsqu'il a parlé de cela, j'ai constaté sur les réseaux sociaux qu'il y a une forme de réponse des animateurs, je ne dirais pas du RHDP, mais qui a pointé du doigt une réalité, qui a dit par exemple que lorsque le PDCI-RDA était au pouvoir et qu'il tentait de s'assurer la gestion du pouvoir sur le long terme, de façon stratégique, il a été positionné, l'ancien président Henri Konan Bédié, à la position de dauphin constitutionnel. Donc vous voyez que cette façon de faire a été analysée comme une transmission dynastique, d'un certain point de vue. On constate ici, dans l'hégémonie du RHDP, et c'est ce que M. Afin N'Guessan a essayé de mettre en évidence, il dit, et je cite, que la position du frère du président s'apparenterait à une transmission dynastique. Je prends ces deux cas pour présenter une réalité en matière de gestion du pouvoir. Et ça, c'est un héritage vraiment que les partis politiques, peu importe leurs axes, doivent prendre au sérieux. Parce que nous savons les effets de cette manière de gérer. Avec le PDCI, on a vu les effets. Ça crée et ça renforce les frustrations. Vous voyez, M. Afin N'Guessan, on demande est-ce qu'il porte, est-ce qu'il a la voix. Mais dans son discours, il a parlé d'un sursaut qui ne vont pas permettre que cette manière de faire-là fonctionne. Moi, je ne connais pas son niveau d'implication, ses ramifications, puisque nous sommes en politique, les dynamiques sont toujours actuelles, les ressources, on ne sait pas où elles se mobilisent, mais je prends mes réserves et je dis que c'est une réalité à laquelle nos hommes politiques doivent vraiment analyser et adresser de façon objective la façon de gérer le pouvoir. Et ça, c'est l'une des causes qui a fragilisé non seulement la gestion du pouvoir en Côte d'Ivoire, mais également le processus électoral. Je ne sais pas si je vous ai très bien compris, mais je pense que l'ancien président Henri Konan Bédié, il est devenu président de l'Assemblée nationale 10 ans avant le multipartisme. Et, je parle plus, je fais le lien entre l'accession au pouvoir et les arrangements des acteurs politiques en position. Je parle de Félix Houphouët-Boigny, qui, au soir de sa vie, a positionné le président Henri Konan Bédié au poste de dauphin constitutionnel en tant que président de l'Assemblée nationale. Et j'ai fait le lien puisque M. Afin N'Guessan fait ressortir le positionnement de Ténébrema Ouattara à la position de vice-premier ministre comme étant un transfert de pouvoir de façon dynastique. Donc je prends ces deux cas pour mettre en évidence cet héritage qui doit être géré de façon objective dans la transmission du pouvoir. Aujourd'hui, pour quel point véritable sur l'échiquier politique national, Mohamed Nour Diarra-Souma, c'était à vous d'intervenir. Oui, pour moi, ce n'est pas 36 ans de lutte, c'est plutôt, je dirais, 20 années de lutte. Et je vais expliquer. On l'a tous rappelé ici, le FPI qui a été ce parti-là qui a tant lutté pour le multipartisme, qui a tant également lutté donc, pour des causes syndicales, avec des raisons de gauche qui pour moi sont nobles, telles que la sécurité sociale par exemple. Et ça, on ne peut pas remettre ça en question. Après, le tournant que le FPI connaît, c'est après 2011. Là, avec les dissidences qu'on a, les différentes franges du FPI, la frange AFI, la frange Sangaré, toutes ces dissidences-là sont en train de faire tout doucement couler le navire. Donc à partir de 2011, je ne parlerai même plus d'années de combat. Et aujourd'hui, est-ce qu'un héritage politique est assez intéressant, enfin, est-ce qu'il serait intéressant de dire qu'un héritage politique suffit pour peser dans le poids politique? Je ne pense pas. On l'a regardé les dernières régionales en 2023, Afin N'Guessan n'a même pas pu gagner dans sa propre région. Donc ça interpelle. Et puis, et cela malgré le partenariat avec le RHDP, parti au pouvoir. Je reviens sur ce partenariat-là. Moi, je pense que la politique, ce n'est pas une balle de tennis. Vous ne pouvez pas être dans un camp de l'autre côté, revenir ici, repartir de l'autre côté. Il faut être cohérent. Donc vous avez quelqu'un qui, en 2020, était dans ce qu'on appelait le CNT, qui disait non au 3e mandat, qui, 2-3 ans plus tard, va signer un partenariat avec les gens. Et après, 1 an après, on dit non, on n'est plus d'accord avec le partenariat. Mais elle est où la crédibilité politique? Moi, je n'appelle pas ça une année de combat. J'appelle ça des années où, justement, on est en train de couler le bateau au FPI. Aujourd'hui, le FPI, pour moi, c'est comme un musée, c'est-à-dire c'est une histoire qu'il faut conserver. Le parti, il existe, il faut conserver le parti pour raconter l'histoire, pour dire que, justement, ce sont ceux-là qui ont contribué à la lutte. Mais foncièrement parlant, c'est un parti, pour moi, qui est devenu comme un poids plume. Très bien. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, la gauche est en train d'être incarnée par de nouvelles idéologies, telles que Charles Blé Goudet, qui, pour moi, en tout cas, je le dis, est le politicien de gauche le plus intelligent, en tout cas dans sa façon de faire. Après, vous avez le PPACI aussi, qui va connaître sans doute des défis générationnels.
on verra bien. Mais pour moi, le FPI, je ne parlerai pas en tout cas de 36 ans de combat. Très bien. Docteur Éric Daniel Camon, quand on écoute les autres sur ce plateau, on remet en cause la politique faite par Afin Guessan, qui est le patron du FPI aujourd'hui. Est-ce que sa personne pose problème? Est-ce que c'est parce que c'est Afin Guessan que nous en sommes là? Est-ce que c'est parce que c'est Afin Guessan que le président Gbagbo ne veut plus revenir au FPI quand il revient en Côte d'Ivoire? Est-ce parce que c'est lui et qu'il a posé certaines actions que le parti est en train d'être vidé de sa substance? Le problème est plus profond que ça. Il est où? Il est dans la personnification du pouvoir en Afrique, et surtout en Côte d'Ivoire. Regardez les partis historiques. Tous les grands partis historiques sont, si vous voulez, liés. Donc, il y a une... On confond le leader, très souvent, à l'idéologie du parti. Donc, on va prendre au PPACI, déjà, donc, avec le mouvement de Laurent Gbagbo, au FPI, qui était avec Laurent Gbagbo, qui est parti, donc, avec cette idéologie-là, qui était chargé, donc, émotionnellement. Au RDR, donc on va dire au RHDP, il y a cette question-là qui est en train de se profiler, qui est en train de se poser, que mes confrères ont soulevé tout à l'heure. C'est-à-dire incarné par l'image du président Alassane Ouattara. Vous voyez, la question de la socialisation politique, donc dans les partis, on va dire historiques africains, n'est pas mise sur la table. Et ça, c'est un danger pour nos États. Ça veut dire quoi? Au soir donc, du parti, donc quand le parti atteint son apogée, on va faire les micmacs, donc des arrangements, pour permettre à certains de venir succéder au pouvoir d'État. Vous voyez, le réel problème du FPI aujourd'hui, c'est comment trouver un récit politique pour remplacer l'ère Gbagbo. Le problème n'est pas Afi. Donc Afin Guessan, c'est une victime? Collatérale. Très bien. Collatérale. Parce que le président Laurent Gbagbo est parti avec ce que vous appelez la substance. Il est parti avec l'électorat émotionnel. Il est parti avec la légitimité historique. Il est parti avec la légitimité politique. Il est parti avec tout ce qui incarnait le FPI, surtout dans le contexte africain. Dans le contexte africain, les gens font fi de tout ce qui incarne donc, un parti politique, c'est-à-dire des valeurs fortes qui doivent servir à la conquête donc, du jeu et à l'accession du pouvoir politique. Mais ce n'est pas le cas. Qui favorise un ensemble de tensions internes, le pouvoir de succession, donc la guerre de succession. On constate aussi qu'au FPI, il n'y a aucun travail qui est fait pour essayer de reconstruire une base militante qui serait forte et réadaptée au contexte actuel. Par exemple, les concepts de cherté de la vie et l'employabilité des jeunes, on n'en parle pas. On est encore sur des questions liées à des personnes. Donc, l'heure du bilan a sonné. Malheureusement, si les partis n'en tirent pas une leçon assez claire et concrète de ce qui est en train de se passer, les partis vont vivre cela de façon évolutive et de la même façon. Donc je pense que la question du FPI est un cas qui doit servir aux autres partis historiques de ce qui pourrait leur arriver si ils ne vont pas vers ce qui est la socialisation politique donc de masse. Regardez en Occident, par exemple. Vous n'allez jamais voir un parti qui est fortement incarné par un individu. Un individu peut porter l'idéologie à un moment, mais quand l'individu part, il y a des valeurs fortes qui restent. Les cas sont légion. En Afrique, et surtout en Côte d'Ivoire, on ne sait vraiment pas. Donc on touche un autre point. On ne sait pas à quoi servent les campagnes électorales, parce que ça ne vaut rien dans le fond. On ne vote pas les programmes. Si le président, le cas pratique de Afin Guessan, il est frappé d'une sanction sociale parce qu'il a été un rival du président Laurent Gbagbo. C'est une sanction sociale. Très bien. Donc, effectivement, on va ressasser donc, toutes ces situations-là. Même les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Et si les partis historiques ne tirent pas les leçons de ce qui est en train de se passer, ils vont vivre la même chose. Très bien, c'est vrai qu'on ne l'entend pas beaucoup, Afin Guessan, mais docteur Éric Camon, à sa décharge, dans sa conférence de presse dernière, il a touché un peu de tout. Il a parlé notamment des sujets qui touchent au quotidien des Ivoiriens. Il dit, je le cite, les Ivoiriennes et les Ivoiriens peinent à se nourrir, à se soigner, à se déplacer à moindre coût, à se loger décemment, à des loyers abordables. Voilà, il a par exemple dit cela. Est-ce que d'ailleurs ces analyses-là, cette lecture qu'il fait, parce qu'il a été très acerbe dans sa critique vis-à-vis de ses anciens partenaires du RHDP notamment, est-ce qu'il est très actuel? Est-ce qu'il est au parfum des réalités? Est-ce que c'est juste, Shadrach? Je pense bien que tous les partis de gauche ont pour vocation à être des partis révolutionnaires, à être des partis qui dénoncent certaines choses et qui revendiquent plus ou moins une sorte de justice sociale, une sorte d'égalité sociale au sein de la population. Ça, c'est la carte d'identité même des partis de gauche. Et au regard de tout ce qui a été évoqué par le président du Front populaire ivoirien,
M. Pascal Affi-N'Guessan, on se rend compte que plus ou moins, il essaie de faire le bilan plus ou moins de ce que les Ivoiriens ressentent aujourd'hui, les difficultés auxquelles les Ivoiriens sont confrontés. C'est normal pour tout homme politique de pouvoir faire plus ou moins l'inventaire des tares de la société, des carences du parti au pouvoir dans le but de se repositionner. Mais est-ce que c'est cela qui va favoriser le retour, par exemple, du probable ou bien improbable du PPACI, du Front populaire ivoirien au pouvoir? On ne le sait pas. Je ne pense pas également. Ce que je pense d'ailleurs, c'est que la force du Front populaire ivoirien va se retrouver dans une discussion franche avec ses amis d'hier qui ont décidé de partir, qui ont décidé d'aller vers d'autres formations politiques. Il faut une restructuration, il faut une nouvelle manière de concevoir l'avenir, afin d'ailleurs de capter des adhésions. Parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de dénoncer les tares du régime actuel, de dénoncer les carences du gouvernement actuel, sans réellement avoir cette substance électorale-là qui a été décimée par la désagrégation du Front populaire ivoirien, dû au départ des figures historiques, des figures importantes comme le président Gbagbo, Mme Simone et Yves Gbagbo, ou encore d'autres figures comme le professeur Mamadou Koulibaly, par exemple. Très bien. Quand on a écouté Alamine Fofana, le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, il a passé un bon moment dans son propos liminaire à vanter la lutte des années 90 qui va aboutir plus tard donc au multipartisme dans le pays. Et on a l'impression que pratiquement beaucoup de partis politiques en Côte d'Ivoire et ailleurs sur le continent africain vivent dans ce rêve passé, ce rêve dépassé, se complaisent dans leur lutte antérieure, alors qu'aujourd'hui, il y a des challenges beaucoup plus importants. Est-ce qu'on peut, pour ce qui concerne le FPI, séduire une nouvelle génération de jeunes Ivoiriens qui n'ont pas connu l'épopée des années 90 ? Oui, à condition de se réinventer. Comment ? À condition de se réinventer, parce que justement, surtout sous nos tropiques, la force des hommes politiques qui résident, l'homme même est un peu comme ça. C'est un biais cognitif qui est très présent, c'est la promesse. La politique, en réalité, elle a une bonne partie de promesses et d'espoir. Sinon, finalement, qu'est-ce qu'une politique publique? D'un point de vue technique, quand on dit une politique publique, c'est un recueil d'actions que les pouvoirs publics mettent en œuvre pour répondre aux besoins des populations. Mais c'est toujours a priori, donc c'est des promesses. Donc lorsqu'il y a une élection, que le candidat X vient faire des propositions, le candidat Y vient faire des propositions, le candidat Z vient faire des propositions, c'est de l'espoir qu'il suscite. Donc justement, le narratif historique de guerre est quelque chose qui compte beaucoup dans la force d'un parti politique. Mais à un moment donné, comme vous le dites, il faut savoir se détacher de ces questions-là pour essayer maintenant de faire la politique conformément aux exigences contemporaines. Et les exigences contemporaines, c'est la cohérence. C'est aussi ce que vous avez représenté hier. Si vous n'avez pas été, par exemple, capable de gérer un budget de 100 millions hier, vous n'êtes pas très légitime pour prétendre gérer un budget d'1 milliard aujourd'hui. Donc, si vous avez cette problématique-là, il faut trouver maintenant une équation de reconversion par rapport à ce qui a fait votre force. C'est ce que je dis toujours, il y a des problématiques qui touchent souvent tous les Ivoiriens. On est en Côte d'Ivoire. Moi, je connais des personnes qui sont même du RGP, mais qui ont subi des situations tellement difficiles que si vous portez ces problématiques-là de manière redondante, vous êtes audible. Donc, vous n'apparaissez plus comme une simple structure assoiffée de pouvoir qui veut gouverner pour gouverner, mais vous paraissez maintenant comme une alternative qui a de vraies solutions. Très rapidement, pour revenir sur quelque chose, il y a docteur... en face, qui a dit que docteur Kamon qui a dit qu'il est une victime collatérale. Moi, je ne pense pas qu'il y a une victime collatérale. Parce qu'il y a divorce quand il y a problématique. Quand le président Laurent Gbagbo revient et qu'il ressent la nécessité de pouvoir créer un autre parti politique, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été respecté. Et pour moi, à un moment donné, Pascal Affi-N'Guessan a pensé que lui seul, il peut mener la lutte du FPI. Pourtant, il y a la légende. Et la légende de la gauche, à tort ou à raison, c'est le président Laurent Gbagbo. C'est un peu comme ce qu'on assiste au Sénégal entre Bassirou Diomaye Faye et le président Ousmane Sonko. La paternité d'une lutte n'est pas l'affaire de celui qui a le plus contribué dans cette lutte, mais c'est celui qui va être retenu comme la légende dans les mémoires collectives. Même la définition de la démocratie, à chaque fois on nous dit le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, ça vient d'Abraham Lincoln. D'autres vont te dire non, en réalité, ça vient de Périclès. Donc lui qui est capable de pouvoir influencer les mémoires collectives sur les générations, c'est celui-là qui est la légende. Et c'est cette légende-là qui peut, à un certain niveau, dans le contexte africain, mener une certaine lutte. Docteur Kamenon, je vous accorde les 30 dernières secondes. Et la légende, c'est un construit social. C'est la raison pour laquelle on présente Félix Houphouët comme étant le père de la nation, alors qu'il n'était pas le seul à participer à l'émancipation. Je voudrais juste revenir sur Affi-N'Guessan. Parce que quand vous regardez son profil, il fait des alliances qui se font, qui se défont. Et quand vous regardez les alliances stratégiques, il allait vers Bédié. Après, il est reparti vers Alassane Ouattara. Je prends toutes ces figures-là pour dire que
En politique, il y a une question de vision. Or, dans toutes ces alliances, je constate que M. Afin Guessan est à la recherche de son propre chemin. Il n'a pas encore trouvé son propre chemin. C'est la raison pour laquelle il fait des alliances qui se font et qui se défendent. Merci beaucoup, Dr Arthur Kamena Yoboué. Je rappelle que vous êtes sociologue du politique. Merci d'être venu ce soir dans la quotidienne info. Mohamed Nourdia Rassouba, consultant en communication politique. Alamine Fofana, consultant politiste. Shadrach Bogué, consultant en défense et sécurité internationale. Merci aussi à vous, Dr Eric Daniel Camon, sociopolitologue, spin doctor. C'est la fin donc de la quotidienne info ce soir. Merci aux équipes techniques et de la rédaction. Tant que l'actualité rythmera donc nos vies, la quotidienne, elle, sera là pour la décrypter, l'analyser et la mettre en perspective. Nous n'avons pas abordé le Sénégal, dont la coalition Diomaye président a tenu un grand meeting ce week-end, certainement dans nos prochaines éditions. Passez une excellente soirée sur NCI.